Bonsoir à tous. Merci de commencer à vous installer. On va bientôt démarrer. Ah oui, vous êtes encore nombreux au niveau de la bière? Oula. Oui, vous avez l'air très nombreux. Bon, bah, vous avez soif. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à notre événement science-fiction, événement Bistro Wine ce soir. On va donc démarrer cet événement où on va rentrer dans un monde où la science et la fiction se rencontrent. Je me présente, je vais être Loïc, je vais être votre animateur pour ce soir. Alors la composition de la soirée, ça va être 4 présentations donc de 12 minutes avec une période de questions de 3 minutes après coup. On va se balader avec un micro sans fil, donc vous pourrez comme ça, tout le monde pourra vous entendre, donc n'hésitez pas à lever la main et puis au bout du compte on ira vous donner le micro, vous pourrez poser votre question, comme ça sera bien clair pour tout le monde et comme ça on vous entendra bien et tout. Est-ce qu'il y en a, pour certains, c'est leur premier Bistro Wine ici? Hey, un peu de monde quand même. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc pas Bistro Wine, bah, j'espère que ça va vous allez passer un bon événement puis qu'on va vous revoir après. Donc, qu'est-ce que c'est très rapidement Bistro Wine? C'est un OBNL donc de vulgarisation scientifique où notre objectif c'est donc de diffuser la science par le plaisir via donc les événements comme ce soir. On a aussi donc des formations, on a des événements qui se font à Montréal et à Québec. On fait aussi ça par des formations. Et si jamais vous en avez pas assez de la soirée, vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On a toute une chaîne qui est justement, il y a tous les anciens événements. Et si jamais vous voulez revoir des présentations, elles seront disponibles relativement rapidement. Toc toc toc. Oui, suivez bien aussi les présentations parce que à la fin il y aura un quiz lié donc avec ce que les 4 présentateurs présentatrices vont nous présenter. Et si vous répondez bon, vous aurez une chance de gagner un de nos 5 prix ce soir. Donc il y a un peu de tout, vous pourrez voir. Donc voilà, soyez attentifs. Maintenant, je vais commencer tout d'abord à remercier donc nos collaborateurs pour l'événement de ce soir. Donc tout d'abord le Festival de cinéma du monde et l'Association générale des étudiants en sciences, l'AGES. Je tiens aussi à remercier donc nos commanditaires avec Geneviève Laroche, conseillère municipale au district d'Ascot, le vice-rectorat à la vie étudiante de la FMSS, le SARUS et la FEUS. J'inviterai Malika Bagégé, cofondatrice et directrice générale du Festival du cinéma du monde, pour donner quelques mots si elle est présente ce soir. Est-ce qu'elle est présente parmi nous? Non? Ah, on fait non à la régie. Ok. Bon, on n'aura pas de mots de sa part. Donc, ça va nous permettre de passer tout de suite à notre première présentation avec Isabelle Bérubé, qui accessoirement est une ancienne du comité de Sherbrooke, qui maintenant est passée à Montréal. Elle nous a trahis, elle est passée de l'autre côté. Qui va rapidement. Alors, très rapidement, qui est Isabelle? Donc, c'est une étudiante à la maîtrise qui, bientôt, pour elle, graduer ne va plus être de la science-fiction parce qu'on est presque à la fin. En maîtrise en pharmacologie donc à l'UDS, et elle a aussi une technique en chimie analytique au collège Aunstick. Je suis désolé si j'ai écorché le nom. Et donc, elle va nous présenter, via sa présentation, elle va discuter donc, de la drogue dans Breaking Bad, et nous allons voir si Walter White était un vrai chimiste ou non. Un applaudissement pour Isabelle, s'il vous plaît. Donc, moi, effectivement, j'ai fait une technique en chimie analytique au cégep. Puis, à chaque fois qu'on entre au cégep, tout le monde nous demande qu'est-ce que tu t'en vas faire dans la vie, où est-ce que tu t'en vas, tout ça. Donc, à chaque fois que je mentionnais chimie, tout le monde me parlait de drogue. Pourquoi? À cause de Breaking Bad. Oups, pardon. Tellement que le monde me parlait tellement de Breaking Bad que je me suis dit, bon, j'écouterai pas ça, j'en entends trop parler. Mais bon, je l'ai écouté pour vous ce soir, pour pouvoir essayer de voir si enfin Breaking Bad, des chimistes, ça ressemble vraiment à ça, ou plutôt à ça. Ou on peut aussi ressembler à ça si vous avez étudié à l'université de Sherbrooke. Mais on va voir que finalement, la drogue puis l'alcool, c'est pas si différent de ça. Donc, en fait, c'est quoi une drogue? Quand on pense à la drogue, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent nous venir en tête, comme des molécules, de la poudre, des champignons. Il y a vraiment plein de façons de prendre la drogue. Puis pourquoi il y a autant de façons que ça? C'est en fait la façon que, évidemment, ils vont tous avoir des effets différents, et la façon qu'on va la prendre va aussi avoir des effets différents sur notre corps. Par exemple, si on l'ingère, ça va passer par notre foie, notre estomac, il va y avoir plein de barrières qui vont bloquer certaines toxines, et
l'effet va être beaucoup plus lent que si, par exemple, on se l'injecte directement dans le sang, ben, ça va aller directement au cerveau et ben, l'effet va être donc plus rapide. Mais qu'est-ce qui définit toutes ces drogues-là? C'est le fait que ça affecte notre cerveau. C'est ça la définition d'une drogue, c'est quelque chose qui affecte le cerveau de façon positive ou négative. Parce que oui, il peut y avoir des effets positifs aux drogues, parce que sinon, ben, on n'en prendrait juste pas. Donc, voilà. Il y a plusieurs différents types de drogues, dont les dépresseurs, dont fait partie l'alcool, qui va inhiber notre cerveau, certains neurones, par exemple. Contrairement aux stimulants qui, eux, vont les activer, comme la caféine, parce que oui, le café est une drogue, ou encore la méthamphétamine. Les dissociatifs sont plus utilisés en psychiatrie parce qu'ils vont comme dissocier notre âme de notre corps, comme si on était une tierce personne qui nous regardait. Finalement, les hallucinogènes, je pense que je n'ai pas besoin de définition que ça crée des hallucinations. Et les narcotiques, plus connus sous le nom d'opioïdes, qui sont plus utilisés en hôpitaux pour le traitement de la douleur chronique, donc, entre autres. Mais on est ici pour ne pas faire des définitions, pour parler vraiment de Breaking Bad. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont écouté dans la salle? Ah ouais, quand même pas pire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vais faire un petit recap. Dans le fond, c'est l'histoire de Walter White, un professeur de chimie au secondaire, qui, avec ses talents de chimie, justement, a décidé de fabriquer de la drogue pour essayer de se faire un petit peu plus d'argent. Par contre, il était tellement bon en chimie qu'il a créé une drogue ultra pure qui l'a propulsé vraiment rapidement comme baron de la drogue. Donc, on va voir avec cette drogue-là, justement, est-ce que c'est vraiment possible? Donc, le processus que la majorité des fabricants utilisent, c'est utiliser la pseudo pour la transformer en méthamphétamine. La pseudo, c'est un composé qu'on retrouve vraiment facilement en pharmacie. En fait, c'est un décongestionnant nasal. Puis comme on peut voir, les molécules se ressemblent quand même beaucoup et la réaction pour faire la transition est quand même assez facile. Mais c'est pour ça qu'en pharmacie, ce composé-là est très surveillé parce qu'évidemment, ben, on ne veut pas que les gens fassent de la méthamphétamine chez eux. Donc, Walter White, lui, il s'est dit, OK, ben, je vais passer par une autre technique. Il commence avec un autre composé qui s'appelle la P2B, qui est aussi plutôt facile à trouver et beaucoup moins surveillé. Parce que même si les composés semblent se ressembler, pour tous ceux qui ont fait des cours de chimie organique dans la salle, vous saurez que le processus n'est pas si facile que ça. Le processus est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, Breaking Bad a été super bon pour nous montrer que justement le processus était long et compliqué. Même si dans l'émission, il ne nous montre pas toutes les étapes à suivre parce qu'il ne voulait pas que l'émission devienne un protocole à suivre pour les trafiquants. Mais justement, plus il y a d'étapes, plus avoir une bonne pureté, c'est difficile. Donc, est-ce que 99,1%, comme il le clame dans l'émission, c'est vraiment possible? Il faut savoir qu'à chaque réaction qu'on fait, c'est comme si on veut convaincre la molécule de faire une transition entre le composé A et le composé B, qui peut être par exemple le P2P et la méthamphétamine. Mais pour faire cette transition-là, c'est un peu comme quand on pensait que la Terre était plate. On a dû faire une transition de pensée vers la Terre est ronde. Mais malgré tous les essais genre, qu'on va pouvoir faire pour essayer de convaincre tout le monde, il y en a encore qui vont penser que la Terre est cubique ou qu'on vit sur le dos d'une tortue. Donc, c'est exactement la même chose pour les composés. Même si on essaie de les convaincre avec une chaleur parfaite, une pression parfaite, oui, on va avoir un composé majoritaire B, mais on va aussi avoir un peu de A, un peu de C et ben, un peu de D. Puis plus on a d'étapes, plus on va avoir d'autres composés. Donc, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir 99,1%? Oui, c'est possible en forçant un petit peu les réactions justement avec la température et la pression, mais pas dans un vieux VR comme ils le font dans l'émission. C'est vraiment là, pas possible. En plus de ça, disons qu'ils sont capables d'obtenir une drogue à 100%, mais le deuxième processus que Walter White utilise va créer deux composés qu'on va appeler B et B'. Pourquoi pas C? Parce que B et B' ont exactement la même composition chimique. Ce sont des images miroirs, ce qu'on va appeler des énantiomères. Des énantiomères, c'est exactement comme vos mains. Là, mes mains sont occupées. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains devant vous, comme ceci? Vos mains sont pareilles. Normalement, vous devriez avoir 5 doigts avec des ongles sur chacun d'eux. Mais jamais vous allez réussir à les superposer. Et c'est donc, vos mains sont donc des énantiomères parce qu'elles sont des images miroirs l'une de l'autre.
Par exemple, ma main est bonne à tenir un micro, l'autre à changer des diapos. Mais les deux composés de White, il y en a un qui a des effets psychotiques, l'autre n'a absolument aucun effet sur votre corps. Donc, même s'il réussit à obtenir un composé à 100%, sa drogue, c'est pas de 100%, mais bien de 50%. En plus, dans l'émission, il parle d'effets super intenses grâce à cette drogue-là qui est justement ultra pure. Qui ici a déjà pris un shooter de vodka? Ouais, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de faire la différence entre une vodka à 40% ou à 45%? Pas vraiment. Donc, la volonté de White à aller chercher une pureté à coût de 0,1% et uniquement pour son ego personnel et absolument pas pour l'effet qu'il procure. Finalement, on en vient à cette couleur, cette drogue bleue. Parce que dans l'émission, ils disent que leur drogue est tellement pure qu'elle en devient bleue. Mais en fait, on va essayer de comprendre d'où vient cette couleur-là chez les composés. Dans le fond, les composés absorbent la lumière du visible. Donc, par exemple, que j'avais un chandail rouge, c'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, mais si j'ai un chandail rouge, tous les rayons de la lumière sont absorbés par mon chandail, et seul le rouge est reflété vers vos yeux, et c'est pour ça qu'on voit le chandail rouge. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par absorber? Les molécules, c'est pas vraiment statique comme ça, c'est plus en mouvement de cette façon-là. Donc, les molécules vont absorber la lumière du visible, cette énergie-là, pour la transformer en mouvement. Donc, par exemple, que ce mouvement-là est créé suite à l'absorption du rouge, mais peut-être que ce mouvement-là va être créé par l'absorption du bleu et ce mouvement-là par l'absorption du vert. Par contre, la méthamphétamine est capable de bouger d'aucune façon pour absorber la lumière du visible, et donc, tous les rayons sont reflétés et on la voit blanche, et ce, peu importe sa pureté. Donc, une drogue bleue est nécessairement impure, parce que la couleur va venir d'une impureté. En fait, aux États-Unis, en 2008, on a vu apparaître une drogue bleue circuler sur le marché, mais cette drogue-là, c'était uniquement un coup de marketing de la part des trafiquants américains pour essayer de faire vendre leur drogue suite à la popularité de Breaking Bad. Donc, ils ont essayé... Puis, en fait, ça a marché, c'est ça, ils ont essayé de faire vendre leur drogue plus en disant « Ouais, elle est super pure, la drogue est bleue, mais en fait, faites-vous pas avoir. » Donc, au final, est-ce que les chimistes présentés dans Breaking Bad sont vraiment des vrais chimistes? Ben, je suis vraiment pas sûre. Et essayez de pas trop faire la relation entre les deux. Par contre, c'est vrai qu'au cours de ma maîtrise, j'ai travaillé avec de la drogue et on en a même synthétisé. Par contre, c'est pas de la méthamphétamine comme ils ont fait dans Breaking Bad. On a travaillé avec des opioïdes pour essayer de trouver une alternative pour les patients atteints de douleurs chroniques pour pas qu'ils soient high tout le temps, dans le fond. Donc, voilà. Et j'espère que vous avez apprécié ma présentation. Merci Isabelle pour cette très bonne présentation. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Vous pouvez Ah oui, juste là. Si tu peux juste dis le fort qui répète. Okay. Donc, la question, c'est qu'on a déjà entendu que quand on fait, par exemple, un coma éthylique, on s'en va à l'hôpital, puis la première chose qu'ils font, c'est nous donner de l'alcool. La question, c'est pourquoi. En fait, c'est que l'alcool est une des seules drogues qu'ils vont vous donner à l'hôpital. Par exemple, que vous faites une overdose de méthamphétamine, justement, ils ne vont pas vous donner de la méthamphétamine à l'hôpital. Ça ne sert à rien. Par contre, justement, si vous faites un coma éthylique, ce qui arrive avec l'alcool, c'est que l'alcool en tant que tel, c'est pas ça qui rend le composé toxique, c'est l'intermédiaire que vos enzymes créent dans votre corps. Donc, à l'hôpital, ils vont vous donner une autre alcool dont l'intermédiaire n'est pas toxique. Donc, ça fait en sorte que ça bloque un peu la production de toxicité dans votre corps et ralentir le processus de toxicité, dans le fond. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? 1, 2, 1, 2. Des questions? On se déplace pour vous, là.
Est-ce que tu as déjà connu un étudiant en chimie qui étudiait justement pour faire de la drogue? Ben là, je veux pas spoil personne. Mais en fait, oui, j'ai déjà connu une personne, mais il était pas en chimie, il était en pharmacologie. Donc, donc c'est pas vrai que tous les chimistes veulent faire de la drogue. C'est plus les pharmacologues. Une autre question? Oh! Je sais pas si c'est rendu là, mais il y a un épisode vraiment... Il y a un épisode vraiment connu de l'émission qui c'est la mouche. Est-ce qu'une mouche peut vraiment déranger une réaction chimique autant que ce qu'il présente dans l'émission? Est-ce que j'ai de la misère à comprendre si une bouche peut... Il y a un épisode qu'il y a comme une mouche dans leur labo, Ah, puis une ils font mouche. tout pour se débarrasser de la mouche, puis ils peuvent rien faire tant qu'il y a une mouche. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe en chimie? Dans un labo de chimie, s'il y a une mouche qui rentre dans ton labo, là, tu peux plus rien faire. Excusez-moi, j'avais mal compris. Je vais te dire que ça dépend du laboratoire de chimie. Ça dépend de ce que tu fais dans le laboratoire. Par exemple, dans ma maîtrise, on travaille avec des cellules en culture. C'est des laboratoires de type 2 qu'on appelle, donc le confinement est plus important. Donc là, c'est plus grave s'il y a une mouche parce que ça va contaminer le vivant. En termes de chimie, c'est un petit peu moins grave parce qu'on s'en va pas chercher, normalement, on ne va pas chercher les 99,1% parce que ça sert absolument à rien de dépenser de l'énergie pour aller chercher ces 0,1%-là. Donc non, la mouche ne va pas amener une grande contamination, mais peut-être que pour eux, dans leur expérimentation, justement, à cause du 99,1, ben là, ça aurait pu être important, oui. On a encore le temps pour d'autres questions? Est-ce que tu sais si le liquide visqueux qu'ils font couler avant de casser après qu'il ait séché, ça a vraiment cette texture-là ou c'est plus liquide ou c'est des réactions solides ou autres? Ben, je dois avouer avoir jamais fait la réaction, donc je pourrais pas dire, mais je sais que Breaking Bad a travaillé avec des chimistes pour essayer de rendre ça le plus réel possible, mais toujours, comme je disais tantôt, pour pas faire en sorte que c'est un protocole. Là. Donc, je dirais, sous toute réserve, que oui, ça doit pas mal ressembler à ça. Là. Est-ce qu'on a une dernière question? Non? Ah, merci Isabelle. Pour la deuxième présentation, je vais inviter Félix Lavoie-Marchand à venir sur scène. Il fait donc une maîtrise en biologie à l'université de Sherbrooke sur la résistance aux antibiotiques et sur le transfert de gènes entre bactéries. Il va nous parler donc de comment ressusciter ou pas les espèces éteintes, un peu comme dans Jurassic Park, avec sa présentation maquillage génétique pour défier l'extinction. Bonjour à tous, merci d'être présents en si grand nombre à ma présentation qui s'intitule « Maquillage génétique pour défier l'extinction ». Qui ici n'a jamais rêvé de revoir une espèce disparue, comme un mammouth, un tigre aux dents de sable et bien sûr les fameux dinosaures? Justement, si je vous parle d'un film dans lequel des touristes peuvent visiter un parc rempli de dinosaures, à quel film pensez-vous? Exactement, Jurassic Park. L'œuvre est un classique des années 1990 pour deux raisons principalement. Pour les thèmes scientifiques qu'ils abordent et également pour sa chanson thème. Comme vous avez vu, je ne suis pas le meilleur chanteur, donc je vais simplement me concentrer sur l'aspect scientifique. Donc, est-ce que c'est possible, justement, comme pour ceux qui sont moins familiers avec le film, on va avoir deux paléontologues. Les paléontologues, c'est les personnes qui étudient les fossiles de dinosaures, qui vont se retrouver sur une île et ils vont découvrir que les scientifiques là-bas ont recréé génétiquement des dinosaures et les ont ramenés à la vie. Mais est-ce qu'on serait capable, avec la science moderne, de recréer, justement,
des dinosaures en laboratoire. Comme vous en doutez, eh bien, c'est faux. Parce que sinon, on aurait déjà un parc jurassique juste à côté du lac des Nations. Donc, mais malgré ça, il y a un des paléontologues, donc des scientifiques là-bas, qui dit « Les dinosaures, en réalité, ils n'ont pas disparu. Du moins, une branche d'entre eux existe encore aujourd'hui et vous les voyez à tous les jours sans le savoir. Ces fameux dinosaures ont simplement évolué et sont devenus les oiseaux qu'on connaît aujourd'hui. » De ce fait, on peut se poser la question, les dinosaures goûtaient-ils le poulet? Plus sérieusement, les oiseaux sont-ils réellement les descendants des dinosaures? Donc, si j'apporte une petite nuance, ce n'est pas tous les dinosaures, mais on a retrouvé certains fossiles de dinosaures qui avaient des plumes, comme l'Archaeopteryx, qui a inspiré le logo de la marque Arc'teryx, pour ceux qui ont la référence, et également le Microraptor. On ne sait pas à l'heure actuelle si les plumes que ces dinosaures-là avaient leur permettaient réellement de voler ou si ces plumes-là leur servaient d'isolant. Mais une chose est sûre, c'est que ces dinosaures-là avaient des plumes primitives. Donc ici, on a l'image de l'Archaeopteryx. Avant qu'on faisait une modélisation d'un dinosaure, on prenait une approche qu'on appelle minimaliste. Ça veut dire qu'on prenait le squelette et on le recouvrait de peau, donc on avait l'image classique d'un dinosaure. Mais maintenant, avec l'évolution de la paléontologie, donc de l'étude des dinosaures, on prend en compte plus tout le fossile. Donc, on va regarder, par exemple, les muscles, les plumes. Donc, on pourrait imaginer que l'Archaeopteryx ressemblait plus à mi-chemin entre l'image classique qu'on a du dinosaure et l'oiseau moderne. Enfin, également, comme les oiseaux, les dinosaures pondaient des œufs. Donc, ici, on a une image que j'ai tirée d'un article qu'on peut voir un fœtus de dinosaure à l'intérieur d'un œuf. Donc, qui est recroquevillé comme ça. On peut voir la tête en jaune, le bassin en mauve et les membres en bleu. Et ils ont voulu comparer la position, comment que le fœtus était placé dans l'œuf, avec justement l'oiseau, donc avec comme notre poule classique. Et ils ont pu voir que le dinosaure était placé d'une manière très similaire aux oiseaux à l'intérieur de l'œuf, ce qui est un autre élément qui indique que les dinosaures sont réellement les ancêtres des oiseaux. Donc, basé sur ça, maintenant qu'on sait que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, serait-il possible de recréer des dinosaures à l'aide des oiseaux? Donc, pour ça, il faut savoir qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, vous avez une recette qui code l'organisme que vous êtes. Et chacun de vous, vous avez votre recette unique. Donc, une recette pour un Walid, une recette pour une Chloé, une recette pour une Gaëlle, et ainsi de suite pour tout le monde ici dans la pièce. Donc, ici, on a la recette pour faire du poulet. Non, ce n'est pas la recette secrète du PFK. Je veux dire la recette pour créer génétiquement un poulet. Ici, un chat. Ici, un éléphant. Donc, on pourrait se dire, si on obtient la recette pour faire des dinosaures, on pourrait les recréer en laboratoire. Donc, c'est exactement l'approche qui a été prise dans les films Jurassic Park. Parce que comme nous, les dinosaures ne pouvaient pas profiter d'une belle journée à la plage tranquille, eux aussi étaient embêtés par les moustiques. Donc, notre fameux moustique peut aller piquer un dinosaure et le sang du dinosaure se retrouve donc dans son ventre, son abdomen. Une fois son méfait accompli, le moustique s'envole et va se reposer, repu de son repas, sur une branche d'arbre. Certains diront que c'est le karma, mais notre fameux moustique s'est retrouvé pris dans la résine de l'arbre. Et cette fameuse résine, une fois fossilisée, est devenue de l'ambre. Et dans le film Jurassic Park, c'est exactement ça que les scientifiques cherchent, un moustique pris dans l'ambre qui contient du sang de dinosaures. Nos fameux scientifiques de Jurassic Park vont ensuite aller ramasser l'ADN de dinosaures, qui est la recette, pour les recréer en laboratoire. Toutefois, c'est là que Jurassic Park se rapproche plus de la fiction que de la science, car en réalité, l'ADN des dinosaures est beaucoup trop vieux. Ça fait 66 millions d'années qu'ils ont disparu. Donc, aucune chance d'avoir de l'ADN de dinosaures. Donc, pensez lorsque vous étiez jeune, que vous faisiez une recette avec votre grand-maman, par exemple, des biscuits au chocolat, des brownies,
une sauce à spaghetti. Je suis sûr que vous avez toute une recette en tête. C'est vraiment les meilleures recettes du monde. Par contre, quand on arrive en appartement tout seul, sans la recette, beaucoup plus dur de faire les biscuits aux pépites de chocolat. Donc, c'est la même chose pour les dinosaures. On sait qu'ils ont réellement existé, mais impossible de les recréer, de refaire la fameuse sauce à spaghetti sans la recette. Donc, comme je l'ai mentionné, on a vu pour les dinosaures, c'est trop tard, on ne peut pas les refaire. Mais on pourrait se dire, est-ce qu'il serait possible de ramener une autre espèce qui a disparu, mais que ça fait moins longtemps et qu'on serait capable d'en recueillir l'ADN et d'ainsi les recréer en laboratoire? Donc, c'est ce qu'une équipe de scientifiques a clamé avoir réussi l'année dernière en ramenant le loup sinistre à la vie. Le loup sinistre n'est pas si connu que ça dans la culture populaire, mais on le retrouve dans diverses œuvres cinématographiques comme la série Game of Thrones. Et ce fameux loup ressemble à notre loup classique, gris, mais était beaucoup plus gros, beaucoup plus massif que celui-ci. Et ici, je vous montre une photo de ce à quoi les louveteaux que la compagnie clame avoir réussi à recréer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un fossile de ce fameux loup sinistre et ils en ont extrait l'ADN, donc la recette, et ils ont pu obtenir une recette partielle parce qu'une partie de la recette était quand même dégradée, mais ils ont pu obtenir un bon morceau. Ils ont ensuite pris cette recette et ils l'ont comparée avec la recette du loup gris moderne. Et ils ont ensuite voulu créer le loup sinistre en se basant sur le loup gris. Donc, ils ont regardé premièrement la fourrure. Ah, on la change de couleur. Après ça, l'autre gros point que j'ai dit, c'est justement que le loup sinistre était beaucoup plus massif que le loup gris. Alors, hop, on change la grosseur. Et enfin, pour les points qu'on n'était pas sûr à quoi la recette servait ou encore que c'était les places dégradées, on a tout simplement gardé la recette du loup gris. Et ça, c'est un point important, c'est que sur l'ensemble de la recette, c'est simplement des infimes modifications qui ont été faites. La majorité de la recette reste celle du loup gris. Donc, on est beaucoup plus proche génétiquement du loup gris que du loup sinistre. Donc, comme je l'ai mentionné, le loup sinistre préhistorique n'est pas pareil comme le loup sinistre moderne. Et c'est là que mon concept de maquillage génétique entre en ligne de compte, c'est qu'on n'a pas recréé l'espèce du passé. On a créé une illusion biologique qui ressemble à l'espèce disparue. Mais ça demeure quand même une prouesse génétique incroyable d'avoir pu prendre des gènes préhistoriques et les réinsérer dans une espèce moderne. Donc enfin, si je récapitule, on a pu voir que certains dinosaures, comme les oiseaux, avaient des plumes, ainsi comme ceux-ci, ils pondaient des œufs. Toutefois, contrairement à Jurassic Park, l'ADN des dinosaures est complètement dégradé aujourd'hui. Et enfin, notre fameux loup sinistre moderne n'est en réalité qu'un loup gris génétiquement modifié. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la date aujourd'hui, on est le 22 avril, donc c'est la journée de la Terre. Et je voulais simplement finir sur une petite conscientisation que présentement sur Terre, on a une incroyable biodiversité. Mais comme vous l'avez vu dans la présentation, une fois qu'une espèce est disparue, c'est impossible de la ramener à la vie. Donc, c'est vraiment important de prendre soin des espèces qui nous entourent parce qu'une fois qu'elles sont disparues, il n'y a plus de retour en arrière. Merci. Merci Félix pour cette très très bonne présentation, très intéressante. Je relate beaucoup à la recette de mamie, un peu trop. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ah, au bar, Alexis. Un, deux, test. Oui, j'ai l'impression que ta présentation nous demande de te demander est-ce qu'on pourrait pas justement faire un maquillage génétique avec des poulets et recréer des dinosaures en mettant le slider taille vraiment élevée, en leur redonnant des dents? C'est un concept qui a déjà été abordé, justement, ça s'appelle le Chickenosaurus là, en anglais. C'est pas justement une vraie espèce de dinosaure qui aurait été recréée. Ça serait vraiment de prendre un poulet, de regarder, on tombe un peu plus dans les détails, mais des anciens comme gènes qui auraient pu être inactivés chez le poulet
et les réactiver pour retourner proche d'un dinosaure. Il y a une expérience qui a été faite là-dessus pour essayer de ramener comme des dents au poulet. Ils ont fait l'expérience justement dans des œufs. Ils ont pu voir avec les rayons X que le dinosaure avait des dents, mais avec le comité éthique, ils n'ont pas pu les faire éclore. Là. L'expérience s'est arrêtée là, mais peut-être dans le futur, ça pourrait être vu, mais à voir. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, en avant. Il faudra juste la répéter, Félix, s'il te plaît. Je vais nuancer un petit Attends, peu. si tu peux juste répéter la question pour que tout le monde Oui, puisse entendre. c'était. Même si aujourd'hui, avec les espèces comme menacées, si on faisait des banques génétiques, on prenait toutes leurs recettes, même s'ils disparaissent, on ne serait pas capable de les recréer. Je vais nuancer comme par exemple, le loup sinistre, on avait une recette partielle. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le choix de faire des modifications. C'est sûr qu'avec des espèces qui existent en ce moment, on peut avoir les recettes complètes, mais aussi, des fois, c'est qu'on n'a pas ils vont pas avoir le même mode de vie. Ça va être difficile de leur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent de génération en génération. Donc, c'est difficile d'avoir aussi sur le plan génétique et comportemental exactement la même chose. Une approche qui est prise avec la même technologie, c'est d'essayer de grossir des populations en danger. Donc, ça serait peut-être une avenue entre les deux, dans le fond. Avant que l'espèce soit complètement éteinte, mais de recréer des individus de la même espèce pour qu'au moins ils apprennent dans le même sens que l'autre espèce. On a encore le temps pour quelques questions? Ouais, moi j'en ai une. Dans le fond, moi ma question c'est que avec les études que tu as fait et tout, est-ce que toi tu penses que ça serait possible qu'un jour on ait un genre de Jurassic Park, genre de place où il y a des espèces qui ont été comme ramenées ou maquillées, whatever, qui pourraient ressembler à des dinosaures, whatever. Est-ce que ça serait possible ou c'est de quoi qui est comme trop sketch dans un futur? Oui, je crois que oui, justement, comme même avec le loup sinistre ou peut-être. Il y a beaucoup de projets sur le mammouth en ce moment, mais ça, comme je l'ai mentionné, ce ne serait pas exactement la même espèce. Mais même dans Jurassic Park, on regarde, ils comblent justement les trous. Puis des fois, même quand justement, les experts en dinosaures disent « Ah, justement, le dinosaure est plus gros ou plus petit que dans la réalité », ils disent « Ah, mais c'est pas exactement l'espèce du futur, c'est l'espèce qu'ils ont recréée dans les films. » Donc, je pense oui, c'est sûr, avec l'évolution de la technologie, sûrement qu'on pourrait voir un parc avec des animaux aux allures préhistoriques. Ce serait pas exactement la même espèce. Maintenant, c'est aussi un gros débat éthique là, en ce moment sur ça, à quel point on a le droit de modifier ces organismes-là. Si ça voit pas le jour, c'est peut-être ces comités-là. C'est avec cette approche-là que ça bloquerait. Là. Je dis pas que c'est mal, mais je pense que scientifiquement, dans le futur, on serait capable de créer des animaux aux allures préhistoriques. OK, ben justement, ça m'amènerait à une deuxième question. Ça veut dire qu'on pourrait aussi faire ça, mettons, sur des humains. Fait que, mettons, on pourrait sortir des humains elfes. Tu sais, je dis ça, tu sais, pour un ami, pour la science, là. Vraiment. Elfes! Elfes, je sais pas. Il faudrait trouver le gène pour les oreilles pointues, là. Mais ça aussi, c'était un gros débat éthique que j'avais vu. C'est que si on est capable, par exemple, de ramener un mammouth à la vie, un loup sinistre, est-ce qu'on serait capable de ramener un Homo erectus à la vie, un Homo, genre un Néandertal, un homme de Cro-Magnon? Est-ce qu'admettons, si on ramène justement un Néandertal à la vie, est-ce qu'il a les mêmes droits fondamentaux qu'un être humain? Fait que c'est là la ligne qu'on n'ose pas toucher, là. Ah, merci beaucoup. Si jamais il y a encore des questions, je vois Oui, qu'il y a vous un pouvez grand qui se venir lève. me voir à la pause, là, n'hésitez Voilà. pas. Exactement, n'hésitez pas à aller discuter avec Félix. Je pense que ça lui fera plaisir. Sujet très intéressant. Encore merci, vous pouvez l'applaudir. Je peux le poser sur la table. On va maintenant prendre une petite pause de 10 minutes, ce qui fait que ça va nous mener à peu près à 18h06. Donc n'hésitez pas à aller au bar, vous réapprovisionner avant que la longue file se reconstruise et tout. Donc n'hésitez pas. À tout de suite. Et prolifique, est-ce que vous avez pu vous réapprovisionner? Ah, c'est ce qu'on aime entendre. Alors,
Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième présentation de la soirée? C'est ce qu'on aime entendre. Alors, pour cette deuxième partie de soirée avec notre troisième présentation, qui va démarrer donc avec Catherine Bérubé, elle fait actuellement une maîtrise en biologie à l'UQAM avec une spécialisation en écologie forestière. Elle est passionnée par l'écologie et elle va nous parler donc de zombies à base de champignons avec une question importante pour moi qui est: est-ce qu'on peut les manger enveloutés après? Donc, s'il vous plaît, applaudissements pour Catherine. Allô? Moi, j'ai commencé par une question. Qui, dans la salle à main levée, croit aux zombies? Ah ouais? Plus à quoi je m'attendais. Mais moi aussi, j'y crois. Et mon but, c'est essayer de vous y faire croire aussi à la fin de ma présentation. Et d'ailleurs, si je réussis, je vous invite à aller chercher un drink qui s'appelle le Zombie, qui est très, très bon d'ailleurs. Mais quand je vous parle de zombies, vous pensez sûrement à quelque chose qui ressemble à ça. Ben ça, c'est normal parce que c'est comme ça que tous les films les représentent. Et parlant de films, est-ce qu'à main levée, il y en a qui ont écouté la série The Last of Us ou joué aux jeux vidéo? Cool! Fait que c'est ça. C'est une série qui est basée sur des jeux vidéo. Et dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est un film un peu comme classique des zombies, là, qu'il y a des zombies qui attaquent l'humain. Mais ce qui est différent puis qui est intéressant là-dessus, c'est qu'au lieu d'être des zombies, les zombies, c'est des morts vivants, tout ça, ils se basent sur un champignon. Dans le fond, leur zombie, c'est ça. C'est un champignon qui affecte l'humain. Et le champignon est capable de modifier le comportement de l'humain. Et leurs zombies à eux ressemblent plutôt à quelque chose comme ça. Et ils appellent leurs zombies des cordyceps. Et ce qui est intéressant, c'est que le champignon cordyceps, c'est quelque chose de réel qu'on voit dans la nature, mais ça s'appelle des ophiocordyceps. Et c'est la même chose, c'est un champignon qui modifie le comportement, mais pas des humains, bien sûr. Moi, je vais vous parler de celui qui affecte les fourmis, mais ils peuvent affecter aussi les guêpes, par exemple. Donc, on va parler aujourd'hui de démystifier est-ce que le scénario de The Last of Us c'est quelque chose qui est réel. Et bien sûr, la réponse est non. Mais pour vous parler un peu plus de ça, il faut qu'on fasse de la théorie, malheureusement. Donc, la relation qu'on retrouve ici, c'est du parasitisme, que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Le parasitisme, c'est un organisme qui bénéficie d'un autre organisme qu'on appelle un organisme hôte. Il faut que le parasite utilise les nutriments ou l'énergie de l'organisme hôte. Il faut que l'organisme hôte soit impacté négativement. Dans le cas du champignon et de la fourmi, c'est du parasitisme, mais il y a une sous-branche du parasitisme qu'on appelle le neuroparasitisme. Et c'est exactement la même chose. Il y a la relation positive-négative, mais la différence, c'est que le champignon, il modifie le comportement de la fourmi. Donc, on pense un petit peu comme un hacker qui rentre dans le cerveau de la fourmi. Donc, comment ça se passe dans le monde réel? Tu sais, je vous ai dit, c'est un champignon réel. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Dans le fond, par exemple, on a une fourmi saine qui se promène dans la forêt. Le champignon est retrouvé dans les forêts tropicales de la Thaïlande. Donc, notre fourmi est en voyage en Thaïlande et peut être affectée par des spores de champignons. Les spores de champignons, c'est les cellules reproductives des champignons. Donc, s'il y a un spore qui tombe sur la fourmi, il peut rentrer en elle et commencer à germer dans son corps. Et après seulement 15 jours, la fourmi va commencer à éprouver des symptômes comme des tremblements, des convulsions, tout ça. Et 5 jours après ça, la fourmi va être complètement zombie. Et c'est d'ailleurs un phénomène qu'on appelle la zombification. Et la fourmi est complètement aux commandes du champignon. Et son but à ce moment-là, c'est de trouver un emplacement parfait pour le champignon, pour que le champignon puisse grandir. Donc à ce moment-là, la fourmi, elle cherche un endroit chaud, un endroit ensoleillé et un endroit humide pour que le champignon puisse grandir. Puis une fois qu'elle va avoir trouvé cet endroit-là, elle va mordre à la feuille qu'on appelle l'emprise mortelle, et c'est là qu'elle va sceller son destin, elle va décéder pour que le champignon puisse consommer complètement l'intérieur de la fourmi. Et 4 jours plus tard, le champignon va émerger du derrière de la tête de la fourmi sous forme de stroma, qui est la tige du champignon. Et 4 semaines plus tard, le champignon va former un ascombe, qui est le fruit du champignon dans lequel on va retrouver les spores. Et quand les conditions vont être propices, l'ascombe va se déchirer pour libérer les spores, pour recommencer ce cycle d'infection.
Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et ce qui est fun, un petit fun fact, c'est que les chercheurs, en voyant ça, en cherchant ce phénomène-là dans la nature, ils ont réalisé que toutes les fourmis qui étaient infectées allaient à peu près au même endroit à chaque fois, même si c'était des fourmis différentes. Et ça créait des cimetières de fourmis zombifiées dans la nature. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de fun facts, moi et mes collègues, on a écrit un article là-dessus. J'ai apporté des copies si jamais vous êtes intéressés par ce phénomène-là. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Last of Us. Donc, dans la série, les scientifiques, ils commencent, ils s'assoient et ils parlent de pourquoi est-ce que le champignon est capable d'affecter la fourmi, mais pas l'être humain. Et leur réponse, c'est que la seule raison pourquoi ça ne peut pas infecter l'humain, c'est à cause de la température. Donc, notre température interne est beaucoup plus haute que celle des insectes et le champignon ne pourrait pas survivre dans notre corps. Mais là, il parle de quelque chose que vous connaissez sûrement tous très, très bien, les changements climatiques. Et donc, si la Terre venait à se réchauffer, la température interne du corps des insectes augmenterait parce que les insectes sont des ectothermes, donc leur température interne, c'est la même que celle de l'environnement. Donc, la température interne des insectes augmenterait et donc le champignon il serait poussé à s'adapter ou à muter vers un type de champignon qui est capable de vivre dans des conditions, des températures plus hautes et donc serait capable de nous infecter, nous. Et donc, la série continue et donc la population humaine est presque décimée. Et c'est à votre devoir, ou au devoir de Pedro Pascal dans ce cas-ci, de sauver l'humanité. Et là, on va parler de deux grandes raisons pourquoi tout ça, c'est pas possible. La première étant que la population humaine, on n'a pas tellement besoin de la défendre, comme n'importe quelle autre espèce n'a pas besoin de défendre leur présence sur Terre. Puis tout ça est régulé par la relation prédateur-proie. Et pour vous expliquer ça, on va parler de lapins et de renards. Donc, si par exemple, la population des lapins est très haute, la population des renards, elle va augmenter parce que ils ont plus de nourriture, ils peuvent avoir plus d'enfants, donc la population des renards va augmenter. Mais plus la population des renards augmente, plus la population des lapins diminue, parce qu'il y a plus de renards pour manger les lapins, fait qu'il y a de moins en moins de lapins. Mais là, moins il y a de lapins, moins les renards ont de nourriture, et donc plus les renards meurent, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc, c'est un petit peu cette relation-là, c'est cette relation-là qui régit toutes les interactions biologiques dans le monde, et ça fait en sorte que ça n'atteint jamais zéro. Ça existe, puis on en a parlé, les dinosaures, tout ça, mais il y a des... Oups! Il y a des raisons pourquoi ça pourrait arriver, mais cette relation-là fait en sorte qu'il maintient un équilibre dans la nature. Mais même s'il ne pourrait pas décimer la population au complet, est-ce que ça pourrait être vous? Encore une fois, la réponse est non, mais la théorie derrière ça, il faut parler de coévolution. Puis pour vous expliquer ça, on va donner un exemple. Imaginez-vous que vous êtes le meilleur de votre classe à l'école et vous avez toutes les réponses. Sauf que vous avez un collègue qui n'est pas très, très bon, mais il sait que vous êtes très bon. Fait qu'il s'en va vous poser des questions, puis lui, il est avantagé parce qu'il comprend mieux la matière, mais vous êtes désavantagé parce que vous voulez rester le meilleur de la classe. Fait que là, il vient vous poser des questions et commence à apprendre à vous connaître. Et là, vient l'examen et il s'assoit à côté de vous. Et il commence à tricher sur votre copie. Fait que là, vous, ça vous énerve parce que vous voulez rester le meilleur de la classe. Fait que ce que vous faites, c'est que vous changez de place. Comme ça, il arrête de tricher. Sauf que lui, il se dit, si je reste à ma place et je ne suis pas capable de tricher sur vous, il ne va pas passer l'examen, donc il ne peut pas. Fait qu'il change de place avec vous. Et là, ça continue. Et là, vous décidez de commencer à écrire vraiment petit. Comme ça, il n'est pas capable de lire. Sauf que là, lui, il sort des lunettes. Et ainsi de suite, pour que finalement, il passe son cours puis vous n'êtes plus le meilleur de la classe. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec le champignon et la fourmi. Le champignon a tellement appris à connaître la fourmi qu'il est devenu pro de la fourmi et on appelle ça un organisme spécialisé. Il est rendu spécialisé à la fourmi. Mais tout ça, vous imaginez que ça ne s'est pas passé dans un laps de temps d'une session de cours. Ça s'est passé pendant plusieurs années, tellement que la relation entre le champignon et la fourmi, on pense qu'elle date d'il y a 56 à 34 millions d'années et on pense que la Terre ressemblait à ça. Donc, ça montre à quel point ça fait longtemps. Et pour imaginer encore plus à quel point le champignon ne pourrait pas sauter d'un autre à un autre, de la fourmi à l'humain, du jour au lendemain, on va faire un exercice. Pensez dans votre tête ce que vous pensez. Donc, pas pensez ce que vous pensez, mais répondez dans votre tête. Selon vous, quel animal ici est le plus proche parent de l'humain? Fait que la réponse, c'est le poisson.
Ensuite, parmi les 3 qui restent, eh bien, ce serait l'étoile de mer. Et après ça, ce serait la fourmi, puis l'escargot. Donc ça montre à quel point on est plus proche d'une étoile de mer qu'on l'est des fourmis. Et justement que le champignon est tellement spécialisé à la fourmi, on a un système immunitaire différent, un système nerveux, un cerveau, plein de choses qui sont très, très différentes des fourmis, qui feraient en sorte que justement le champignon, il ne nous connaît pas du tout et il est vraiment spécialisé à la fourmi. Et c'est comme si le champignon, il y avait une clé pour un cadenas, sauf que là, on lui demande qu'avec sa clé, on déborde une porte avec beaucoup plus de cadenas, puis chaque serrure, c'est une clé différente. Fait que tout ça pour dire que ce ne serait pas possible. Donc non, ça, ce ne sera pas vous. Donc la prémisse de The Last of Us, le scénario, il n'est pas possible. De un, parce que la stratégie du champignon ne serait pas de tuer toute sa population haute, parce que sinon, lui, il va mourir lui-même. Et de deux, la coévolution, mais ça, c'est la raison la plus importante parce que ça prend beaucoup de temps pour que la coévolution se fasse et qu'un organisme devienne en fait spécialisé à un autre organisme. Sauf que là, si je vous ai stressé en parlant des zombies, que vous vous êtes dit, peut-être que moi, je pourrais devenir zombie. Non, c'est pas vrai, mais il y a autre chose qui pourrait modifier votre comportement. D'ailleurs, la rage, que vous connaissez sûrement. Il y a la toxoplasmose, qui est une maladie que vous pouvez obtenir des chats. Et donc, si vous avez un chat qui va à l'extérieur, vous devriez être concerné. Et d'ailleurs, il y a 1/3 de la population française qui sont atteints de la toxoplasmose. Et ça augmenterait la rage au volant. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a le microbiote qui n'est pas un parasite. Là, tout le monde, on a des microbes dans notre intestin qui nous aident à digérer, mais il pourrait avoir un mot sur qu'est-ce que vous avez envie de manger. Donc, au final, vos pensées sont-elles entièrement les vôtres? Peut-être pas. Voilà. Merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on a des questions dans la foule? Je rappelle, on a un micro qui se balade pour qu'on vous entende bien. N'hésitez pas à lever le bras. On l'a vu en arrière. On en aura un après en avant, Alexis. Un bras en avant, un bras en arrière. C'est comme des zombies, ça. À Kevin? Kevin, je m'en venais. On est rendu high-tech, on a des micros sans fil. Merci. J'avais l'impression qu'il y avait un stand à un moment donné, mais... Ah, OK. Donc, salut, merci pour la présentation, intéressant et tout. Moi, c'était une question sur la phrase que tu as dite à la fin. Est-ce que c'est une blague ou c'est vrai, la toxoplasmose et la rage au volant? Non, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Un tiers de la population, oui, un tiers de la population l'ont, mais c'est pas un tiers de la population qui a la rage au volant. Et c'est pas. Okay. On parle de rage au volant, mais c'est juste une augmentation de votre côté colérique, genre. Mais OK, d'accord. Ouais. Je savais pas parce que je savais que ça avait une influence sur les souris, que les souris se font manger par les chats. Donc, mais sur les humains, je savais pas. Oui, c'est d'habitude, on parle des chats parce que les chats sont l'hôte transitoire pour la toxoplasmose. Donc oui, c'est les souris, les chats, mais on pensait pas qu'ils pouvaient infecter les humains. Mais nous, on n'est pas un hôte transitoire. Donc la toxoplasmose n'a pas besoin de passer par nous pour compléter leur cycle. Mais on a réalisé que oui, ça pouvait nous infecter, nous. Voilà. Petite question, c'est pas ce qui nous fait aimer les chats encore plus, la toxoplasmose? Non, peut-être Non, pas. c'est pas ça. Il me semblait qu'il y avait un truc qui faisait aimer les chats. On avait une question au milieu là. Oui, les cyclistes aussi causent la rage au volant. Je voulais savoir, y a-t-il des groupes de scientifiques qui ont ciblé, mettons, un champignon, un organisme qui pourrait nous infecter, mais avec la coévolution, comme dans 50 millions d'années, mettons, là? Pas demain, là, dans 50 millions d'années. Il n'y a rien qu'on est comme lui, il est en voie de nous infecter, parce que si c'était ça, puis on pensait que ça allait affecter toute la population humaine, je pense qu'on ferait quelque chose. Fait que non, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut voir arriver, mais ouais, pas de stress. Ça Parfait. Devrait être correct. Parfait, nous sommes sauvés. Génial. Ton vivant est correct. Tes enfants aussi. On a une question dans le... Si le micro peut s'y rendre? Ouais. Bonjour. Allô? Si on fait un saut avec la présentation qu'on a eue avant, ce serait pas possible de manuellement faire un champignon qui altère les humains? Genre en une décennie, par une force militaire? Si c'est quelque chose que tu veux, peut-être. Mais
tu sais, encore là, les questions de comportement, c'est quelque chose qui est vraiment important, pas juste de créer, tu sais, niveau de la plante peut-être, mais que le champignon, tu sais, il faut qu'il évolue avec l'organisme hôte pour voir comme les comportements qu'il peut modifier sur l'organisme hôte. Fait que je pense pas qu'on pourrait faire ça en laboratoire. C'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et l'humain, on est intelligent, mais je sais pas si à ce niveau-là, c'est encore, je sais pas si on est rendu là. On a le temps pour une petite dernière question. Ah, ouais, vas-y. En fait, j'avais juste une question au niveau de le changement de comportement lors du cordyceps attaque la fourmi. Ça ressemble à quoi, en fait? Je suis juste curieux. Le comportement de l'Ophiocordyceps? De la fourmi, admettons. Tu dis que ça change le comportement de la fourmi? Oui. Ben, j'ai pas comme beaucoup parlé. Ben, sinon, je t'invite à venir lire mon article parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais dans le fond, le comportement de la fourmi change du sens que... tu sais, d'habitude, les fourmis sont beaucoup en colonie. Ben, les premiers symptômes d'une fourmi infectée par Ophiocordyceps, c'est qu'elle va s'éloigner de sa colonie, de 1. De 2, elle va devenir active 24 heures. Fait qu'au lieu de chercher... Ben, c'est les fourmis ouvrières qui quittent le nid. Fait qu'au lieu de chercher la nourriture pendant la journée, elle va commencer à chercher un endroit propice pour le champignon, mais H24. Donc, ça dérègle le cycle de sommeil de la fourmi, puis des comportements comme ça. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lui parler après. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous partager son article et de répondre à toutes les autres questions. Pour la 4e et dernière présentation de ce soir, je vais appeler Charles Chapdelaine. Oh, merci. Qui va nous parler de comment marcher dans l'espace. Mais avant, petite présentation de Charles. Il est donc professionnel de recherche et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Il a un bac et une maîtrise en génie mécanique, donc à l'Université de Sherbrooke aussi. Et je vois qu'on a un trait en commun, c'est le gars qui dit toujours « Non, mais ça se peut pas ça » en écoutant les films de science-fiction. S'il vous plaît, un applaudissement pour Charles. Bonsoir, bonne journée de la Terre. Profitez-en bien parce qu'éventuellement, notre planète sera plus habitable. On va devoir quitter. Ça, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Ça peut être stressant, ça peut être anxiogène comme de savoir ça. Fait que j'ai décidé de prendre les choses en main pour éviter de tomber dans ce stress-là. J'ai téléchargé l'application Vaisseau Hebdo sur mon téléphone. J'ai commencé à regarder les options que j'avais pour partir, aller polluer et peupler une prochaine planète. Fait que plusieurs options, c'est assez impressionnant. Des vieilles Reagan de ce genre-là, des véhicules haute performance hors de prix. Et finalement, je suis tombé sur une Honda Space Odyssey 2001 Comfortline et vous seriez étonné de voir les options qu'il y avait dans ce vaisseau-là. Et l'option qui m'a le plus interpellé, c'est le simulateur de gravité. Là, je me suis dit, simulateur de gravité, tu sais, je me paye-tu la traite à ce point-là? Là, j'écoutais mes anges et démons intérieurs, puis d'un côté, on me disait, allez, garde-toi, là, dépense ton argent, ça libère de la dopamine. Puis de l'autre côté, ben, je me demandais, tu sais, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis la réponse, c'est oui, on en a vraiment besoin. La gravité nous est nécessaire, fait que ça nous prend un simulateur de gravité. En fait, la gravité, le problème avec la gravité, c'est pas l'absence de gravité quand on va dans l'espace, c'est le retour sur Terre ou sur une prochaine planète sur laquelle on aurait de la gravité. Parce que l'absence de gravité fait seulement en sorte que mon corps, je subis aucune pression, aucun stress, fait que ça va bien. Quand je reviens sur Terre, là, tout le poids de mon corps, je le ressens et c'est là que c'est dommageable. Prenez-vous, par exemple, vous êtes assis, vous êtes au repos, mais au repos veut dire que la gravité tire sur votre sang, l'amène vers vos pieds, puis votre cœur, en ce moment, travaille quand même fort pour pomper du sang vers votre tête. Fait qu'on est au repos, mais la gravité nous fait travailler quand même.
Fait que le problème de l'absence de gravité, finalement, c'est un problème réel que les astronautes vivent actuellement quand ils vont dans l'espace. La solution actuellement, on n'a pas de simulateur de gravité, mais la solution, c'est de faire de l'exercice dans l'espace. En fait, les astronautes doivent faire 3 heures par jour d'exercice, c'est non négociable. Le but est de maintenir leur masse musculaire, leur masse osseuse et leur capacité cardiovasculaire. C'est une solution qui fait l'affaire pour les voyages de courte et moyenne durée qu'on a actuellement, mais c'est loin d'être parfait. Premièrement, ça prend 3 heures par jour. Ils ont déjà un horaire qui est assez chargé. Deuxièmement, ça doit quand même sentir le swing dans la Station spatiale internationale. Puis troisièmement, malgré ça, malgré les 3 heures par jour, ben, on observe quand même une perte de densité osseuse de l'ordre de 1% par mois passé dans l'espace. Fait que c'est vraiment un enjeu de santé pour les astronautes actuellement. Fait que ça nous prend un simulateur de gravité. Fait que partons de ce point-là. Moi, je vous propose 2 méthodes pour simuler la gravité. Première méthode, je me base sur quelque chose que Einstein a dit, qui disait que les effets d'un champ gravitationnel sont identiques à ceux de l'accélération du référentiel de l'observateur. Je décortique. L'observateur, c'est moi. Je suis dans une fusée dans l'espace. L'accélération de mon référentiel, c'est la fusée. Fait que Einstein, ce qu'il dit, c'est que si on accélère mon référentiel de l'ordre de 1G, une fois l'accélération gravitationnelle terrestre, ben je ressentirai exactement les mêmes effets que si j'avais un champ gravitationnel de 1G. Fait que c'est une façon parfaite de simuler la gravité, finalement. Fait que la stratégie, maintenant qu'on sait ça, en passant, Einstein a dit que c'était l'idée la plus heureuse qu'il ait eue de sa vie. Il ne faut pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Comment on met ça en application? Bien, la méthode est simple, on appelle ça la fusée 1G. Donc, je suis dans ma fusée, pédale au plancher, on accélère, ça me propulse d'un côté. Je fais la moitié de la distance vers la Lune. À mi-chemin, je vire de bord et je décélère d'un G. L'idée, c'est que je ne veux pas rentrer à pleine vitesse dans la Lune. Donc, je décélère d'un G. Et voici, je suis arrivé sur la Lune. J'ai subi un G tout au long de mon trajet. Donc, j'ai subi un effet gravitationnel. Merveilleux. Mission accomplie. C'est encore plus intéressant, cette méthode-là, quand on calcule le temps que ça nous prend de déplacement. 3h30 pour aller sur la Lune, entre 2 et 5 heures pour aller sur Mars. Puis pour aller sur une planète habitable, en fait, ça ne marche pas pantoute. Je dis, on accélère à 1G comme si c'était facile d'accélérer à 1G. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu les autos, on a le test du 0-100. Fait que une accélération de 0 à 100 km/h. Ma Honda Fit fait 12 secondes environ. Une Ferrari, c'est de l'ordre de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Une accélération d'un G, c'est un peu moins de 3 secondes. Fait que ça veut dire que pour cette stratégie-là, il faudrait que j'ai une Ferrari pédale au plancher pendant 3h30. Imaginez la quantité de carburant que ça prend. Même Jeff Bezos n'est pas d'accord avec ça. Fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une autre raison en plus, c'est que la Lune et Mars, c'est nos voisins, c'est la porte d'à côté. La planète habitable, elle, est très, très, très loin. Fait que si j'accélère pendant tout le trajet vers la planète habitable, ben ça veut dire que j'atteins des vitesses ahurissantes, vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui arrive quand on s'approche de la vitesse de la lumière? Bien, on tombe en territoire de la relativité restreinte, le temps se déforme, et donc, ma fille pourra fêter ses 50 ans avant moi-même. Un autre problème. Fait que, je ne suis pas venu vous parler d'interstellaire ici, fait que on passe à la prochaine méthode, on fait juste discarter celle-là finalement. Deuxième méthode, à la place d'aller en ligne droite, on y va en rotation. Fait que la méthode est simple, je suis dans une roue, on fait tourner la roue. Cette accélération-là que je ressens va me propulser vers les parois de la roue. En fait, c'est la stratégie qui est utilisée dans une tonne de films de science-fiction. Vous avez probablement déjà vu ça, dont le film 2001, L'Odyssée de l'espace, qui nous a offert cette scène mythique. Oh, avec le son en plus. Fait que niveau confort pour mon vaisseau, c'est ce que je recherche. Niveau déco, un peu moins. Manque de plantes. Mais 2001, c'est le futur, puis ça a l'air à ça. Fait que, scène mythique d'un film de 1968. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Avant de répondre à cette question-là, restons sur Terre, on s'explique un concept ensemble. Alors, j'ai une balle dans ma main.
Je marche vers votre droite avec la balle. Nous avons chacun, moi et la balle, une vitesse vers la droite. Donc, on se déplace et au départ, j'ai lâché la balle. Donc, la gravité a fait son œuvre et la balle a commencé à tomber. On poursuit. Il n'y a rien qui nous freine, donc on continue à avancer. Donc, je continue à avancer, la balle aussi, la balle continue à tomber et elle tombe par terre. Qu'est-ce que moi j'ai vu du point de vue de l'observateur? Bien, du point de vue de l'observateur, j'ai vu que j'avais la balle dans ma main et qu'elle est tombée en ligne droite à mes pieds. Très pratique et très facile à calculer pour notre tête. Maintenant, allons dans l'espace. On est en rotation maintenant dans l'espace. J'ai la balle, je lâche la balle. La balle a une vitesse initiale, donc elle va poursuivre sa lancée, momentum. Et moi, ben, je suis entraîné dans la roue qui tourne. On poursuit l'exercice, la balle continue d'avancer, moi je continue à tourner. Et maintenant, on se pose la même question, qu'est-ce que l'observateur a vu? Bien, l'observateur, moi j'ai lâché ma balle, puis il n'est pas tombé en ligne droite à mes pieds. Elle est tombé en faisant une courbe. Et ça, c'est bizarre. Ça, notre cerveau n'est pas habitué de voir ça. En fait, vous pourriez me dire, tu sais, faisant pas tout un plat, ramasse la balle, puis c'est tout. Grave erreur. Parce que deux choses qui arrivent si je me penche pour la ramasser. Un, je tombe, et deux, je vomis. L'effet étrange, l'effet inattendu qu'on voit avec la balle, en fait, mon corps au complet le subit. Fait que ça veut dire que quand je me penche, mon oreille interne, qui est mon système interne pour gérer mon équilibre, pour informer mon cerveau de comment je m'oriente, bien, c'est 3 canaux dans lesquels il y a un liquide qui se déplace. Quand je penche ma tête vers la gauche, le liquide se déplace et bien, ça m'informe mon cerveau, tu viens de pencher ta tête vers la gauche. Tout le monde est content. Bien, quand on est dans l'espace, dans une station en rotation, bien, mon oreille interne, le liquide de mon oreille interne subit cet effet de Coriolis. Et ça fait que tous les liquides dans tous les canaux bougent d'une façon complètement inattendue, qui ne fit pas avec ce que mes yeux voient. Et ça donne des maux de cœur. Autre problème aussi que je veux souligner, puis là j'aurais besoin de l'assistance de quelqu'un pour démontrer ce problème-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider? Ouais? Un petit peu trop loin, mais j'aime la proposition. Je vais te prendre en avant. Okay? J'ai encore ma balle. Okay? Je suis sur Terre. Je suis au boc. Si je lâche la balle, pointe-moi s'il te plaît la direction dans laquelle elle va tomber. Au plancher, effectivement, félicitations. Maintenant, je me déplace, je suis encore sur terre. Je lâche la balle, pointe-moi la direction dans laquelle elle va tomber. Félicitations, merci. Et là, debout s'il te plaît. All right, félicitations. Donc, ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'avantage sur Terre, c'est que toi et moi, peu importe où on se trouve dans notre référentiel, l'accélération qu'on subit est la même. Donc, tu sais que ici, la balle va accélérer vers le bas, là aussi, et pendant sa trajectoire dans les airs, elle va aussi accélérer vers le bas. Ça, notre cerveau est habitué de le calculer. Si on est dans l'espace, en rotation, c'est pas ce qui se passe. Plutôt, en fait, moi, si je me trouve à ce point-ci, mon accélération est vers mes pieds. Et mon voisin, collègue, qui se trouve là, bien, son accélération à lui est vers ses pieds. Ce qui fait que si je lance la balle, tu ne l'attraperas pas parce qu'elle ne sera même pas vers toi. Elle va dévier, elle va subir cet effet de Coriolis qu'on a vu tantôt. Fait que c'est des défis qui viennent avec l'utilisation d'une gravité par la rotation. En fait, l'humain serait capable de s'adapter à ce genre d'effet-là. Il y a des laboratoires qui veulent déterminer c'est quoi le seuil jusqu'auquel on est capable de se rendre pour vivre dans un environnement de gravité simulée. Et l'ordre de grandeur qu'on a pour l'instant, ce serait d'avoir une roue qui tourne à environ 5 tours par minute de 70 mètres de diamètre. Ça, par comparaison, là, la Station spatiale internationale a une dimension de 109 mètres par 73 mètres, en incluant les panneaux solaires. Fait que ça reste une structure qui est énorme. Et cela dit, la Station spatiale internationale, elle a coûté 150 milliards de dollars en date de 2010. Ce n'est pas dans le budget de grand monde pour faire un voyage spatial. La solution, ça veut dire, ce n'est pas réellement celle qui nous est présentée de pouvoir faire un jogging dans l'espace. Ce serait bien agréable, mais on ne vise pas ça. Ce qu'on vise actuellement, c'est plutôt de simuler une gravité partielle pour certains moments dans la journée et qu'on pourrait peut-être utiliser un lit de ce genre-là
juste pour subir la gravité sans nécessairement faire des tâches de notre quotidien. Fait que ça amène une tonne de défis. Puis je pense que la solution, finalement, la plus simple, c'est peut-être juste de faire attention à notre planète pour ne pas avoir à faire ce voyage-là trop rapidement. Merci pour cette très très bonne présentation, très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une dans le fond là-bas? Ah bah ok, bah dans le fond ça sera juste après. Merci beaucoup. Je me demandais, parce que en plus, si on est dans une cage, est-ce que du coup on aurait besoin d'être fixé au sol? Parce que sinon, j'imagine qu'on flotterait et juste la roue tournerait autour de nous si on n'est pas fixé au sol. Ben, la roue créerait une illusion d'accélération qui finalement nous attirerait réellement vers les parois. Fait qu'on subirait réellement une gravité s'il y a une rotation. Même sans toucher, parce que vu qu'on flotte, je sais pas. Si tu te trouves au centre de rotation, en fait, plus tu te trouves éloigné du centre de rotation, plus l'accélération que tu sentirais est élevée. Donc, si tu te trouves au centre de rotation, effectivement, tu ne subirais pas d'accélération. Il y aurait moyen, effectivement, de rester pris au centre. Pour ceux et celles qui ont vu le film l'Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, ben justement, la méthode utilisée, c'est que tu pars d'une échelle qui est du centre jusqu'à l'extérieur. Et bien, en fait, plus tu avances dans cette échelle, plus tu t'éloignes du centre de rotation, fait que plus tu subis la gravité. Fait que ce serait ça la stratégie. Ouais. OK. On va juste prendre, avant de la question au bar, on va prendre la question sur la table en arrière qu'il y avait. Du coup, je voulais demander, tu as parlé sur la première méthode de cette histoire de se prendre, d'avoir des jets avec l'accélération. Est-ce que c'est le même type d'accélération? Parce qu'on me parle tout le temps des manèges. Donc, moi, j'ai le Silver Star en tête. On nous dit, oui, bah, l'accélération au début, on prend 5G, on prend 6G. Est-ce que c'est ce même principe où on subit plus de gravité parce qu'on est dans un référentiel qui bouge que si on était sur la Terre? J'ai pas très bien compris la question, mais je pense avoir compris. Tu me diras si je réponds. Au pire, redis-la peut-être très rapidement, mais en mettant le micro peut-être plus proche. Ok, pardon. Donc je disais, quand on va sur les manèges, vous savez, les grands 8, ce genre de choses, on nous vante le fait que l'accélération au début, on va avoir 5G, 6G qu'on va avoir. Est-ce que ça veut dire que puisqu'on est sur un référentiel qui va bouger par rapport à la Terre, on va subir l'accélération de celui-ci et on va subir plusieurs fois le poids de la Terre? C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Fait que quand on est dans un manège puis qu'on subit 5-6G, comme tu dis, c'est qu'on se fait accélérer dans ce référentiel-là par rapport à la Terre. Dans l'espace, de mettre les propulseurs au maximum et d'accélérer le vaisseau. Nous, dans le vaisseau, on va sentir cette accélération-là. Fait que, oui, ça revient au même. On va prendre une dernière question, puis après, si jamais il y aura d'autres questions, ça sera en live avec Sean. La deuxième option, pendant ta présentation, j'ai pensé, imagine une cage d'ascenseur. C'est une petite boîte avec un câble. Maintenant, on prend une cage d'ascenseur, on met un long câble, puis on fait tourner de sorte à ne pas avoir besoin de faire une méga structure de 70 mètres, mais de quand même avoir la gravité. Est-ce que ça peut marcher? C'est une excellente idée. C'est une idée qui a déjà été lancée parce que, effectivement, juste pour mettre un petit peu de contexte, si on veut augmenter l'accélération, on a deux moyens. Un, on tourne plus vite, ou deux, on augmente le rayon. Fait que d'utiliser une petite cage, finalement, par un long fil et d'avoir un énorme rayon, ce serait une bonne façon de ne pas subir de pas avoir à subir une haute vitesse de rotation. Là, par contre, c'est que ça amène principalement des enjeux de direction du vaisseau. Fait que tu vises une planète éloignée, tu veux garder ton orientation, mais quand tu es relié par un câble ou une grosse structure comme ça, va être plus difficile à diriger possiblement. Fait que c'est un des défis de faire une structure qui tourne en entier et pas juste une partie dans le vaisseau qui va tourner, mais une structure qui tourne en entier, c'est que ça devient difficile à gérer pour la direction. Okay. Et il y a aussi l'aspect fabriquer ça, concevoir ça, qui est un challenge, là, mais ça, on est dans un film.
Merci. Alors, est-ce qu'on a une petite dernière peut-être? Oui, Alexis, juste là. Je me demandais juste de même, parce que ici, sur Terre, on vit dans une certaine densité et dans l'espace, il n'y a pas de densité, il n'y a pas de particules. Est-ce que ça fait une différence? De densité de l'air, de la pression qu'on subit? Hein? Ben oui, puis ça, il faut qu'on simule ça dans un vaisseau, c'est pas vraiment négociable. D'ailleurs, quand on sort à l'extérieur du vaisseau, ben, c'est pour ça qu'on met un habit dans lequel on va avoir notre air, dans lequel on va avoir une certaine pression. Mais si on sort du vaisseau qui est pressurisé, ben, c'est la mort instantanée. Ouais, très bonne note positive pour finir la période de questions. On commence Ouais. pessimiste, puis Voilà. on finit pessimiste. Merci beaucoup, Charles. Alors, sur ces notes très positives, ça va conclure notre soirée. Et je tenais tout d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreux ce soir. Vous avez été quand même 115 à être présents à votre événement là, parce que vous êtes vraiment beaucoup. Je tiens aussi donc à remercier toute l'équipe Bistro Brain qui a été présente ce soir. Donc, on a eu à l'accueil Marika. Attendez, j'ai perdu mes notes. À la captation, juste en avant, on a eu Eva. À la technique, on a eu Sophie. À la coordination de l'événement, on a eu Gaël. À l'épreuve de passage olympique de micro, on a eu Alexis. Et à l'animation, c'était moi, Loïc. On tient aussi à remercier le personnel du BOC avec au service donc Tristan, Anaël et Gabriel. Et à la cuisine, Vincent. Je tiens à remercier de nouveau donc, nos collaborateurs pour cet événement, donc le Festival Cinéma du Monde et... Oui, allez-y. Mais aussi donc l'Association Générale des Étudiants en Sciences, l'AGES. Et je tiens à remercier donc nos différents commanditaires pour la soirée. Donc Geneviève Laroche, conseillère municipale du district d'Ascot, le vice-rectorat à la vie étudiante de la FMSS, le SARUS et la FEUS.